Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business, un univers digital et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. Iconic Business fait le grand écart aujourd'hui entre deux mondes, deux époques. D'un côté solide, historique, contraint de toute façon à la dynamique, les Galeries Lafayette, grand magasin parisien emblématique, iconique, qui célèbre ses 130 ans. Arthur Lemoine, directeur de l'offre et des achats et membre du directoire, est ici dans un instant. De l'autre, un créateur de 21 ans qui bouscule la mode en y invitant la réalité augmentée, utilise les réseaux sociaux comme tout Gen Z qui se respecte et donne un cours de désirabilité et d'exclusivité aux marques installées. Andrea Albrizio est dans Iconic Business. Il nous racontera son parcours. C'est Iconic Business. Bienvenue. L'iconique invité, ça n'a jamais autant porté son nom. Arthur Lemoine, directeur de l'offre et des achats des Galeries Lafayette. Vous êtes quoi? L'homme de la transformation de l'offre en ligne et en magasin. C'est pas une mince affaire quand il s'agit des Galeries Lafayette. C'est vrai que la mode a toujours fait partie de l'ADN des Galeries Lafayette. Et la mode, c'est un sujet qui est en perpétuel renouvellement. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, aux Galeries Lafayette, on fait face à une concurrence très vive. Puisque les marques sont présentes à la fois en centre-ville, en centre commercial, sur le digital. Et aujourd'hui, du coup, face à cette concurrence, on doit aller vers le plus de différenciation possible. Et c'est la raison pour laquelle on opère un travail à la fois de montée en gamme, de travail sur la différenciation pour chercher des marques qui sont plus exclusives et qu'on ne trouve pas partout ailleurs. Et évidemment aussi un travail de fond sur notre marque propre, qui est la marque la plus exclusive que nous proposons à nos clients. On va y revenir. Au départ, la feuille de route, c'était un bazar de luxe. C'était l'objectif de départ. Aujourd'hui, et vous le disiez à l'instant, l'heure est à l'élévation, à la premiumisation. Tout à fait. Aujourd'hui, nos clients, ce qu'ils recherchent, c'est effectivement des produits qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et les produits plus haut de gamme sont des produits qui sont moins diffusés, moins distribués. Et donc, on opère ce travail d'élévation vers le luxe. Le luxe, c'est l'un des premiers secteurs qui est attendu par nos clients. Mais au-delà du luxe, c'est l'ensemble, j'allais dire, de produits de mode qu'on souhaite proposer à nos clients. Et c'est la raison pour laquelle on a opéré ces dernières années un travail de rénovation de notre magasin pour élever à la fois l'offre, mais aussi l'expérience que nous proposons à nos clients. Oui, il y a eu de très lourds investissements justement en termes de rénovation. Tout à fait. Ces dernières années, on a opéré des investissements de l'ordre de 100 millions d'euros. Avec une rénovation de notre magasin du rez-de-chaussée au 3e étage, donc les étages évidemment les plus importants de notre magasin. Oui. Et ces travaux ont eu finalement deux objectifs. Parce que ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est qu'auparavant, en 2019, avant le Covid, on avait un tiers de clients français, un tiers de clients chinois et un tiers de clients d'autres nationalités. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on accueille 40% de clients français, donc beaucoup plus qu'auparavant, 20% seulement de clients chinois et 40% de clients d'autres nationalités. Donc on a eu besoin de nous adapter à ce nouvel équilibre. Et ces travaux de rénovation avaient vocation effectivement à adapter notre offre et notre expérience à ces nouveaux équilibres. Il y a eu la concurrence, il y a eu le désamour des centres commerciaux, la vente en ligne, il y a eu le Covid et donc une obligation, vous le disiez, de transformation massive. Et cette transformation, cette rénovation, elle va avec aussi le fait de transformer la destination shopping, le fait de transformer l'expérience. Il y a le fait de changer les flux, la capacité à accueillir la clientèle, mais il y a aussi le fait d'avoir un rendez-vous avec la santé, le bien-être et le sport, de changer l'étage complètement chaussures. C'est un ensemble. Tout à fait. Je pense que la force du grand magasin, c'est vraiment d'être un écosystème. Et plus que jamais, on a toujours eu vocation, mais plus que jamais, on a vocation à proposer tout sous le même toit à nos clients. On propose aujourd'hui effectivement des services avec le gourmet qu'on a étendu il y a 2 ans pour occuper aujourd'hui 3 étages de notre magasin. On a ouvert il y a 2 ans également un espace dédié au bien-être où on peut faire du sport, où on peut prendre soin de soi. Et évidemment, on vient aussi pour se faire plaisir avec une offre de produits qui a été effectivement totalement repensée, avec en particulier un nouvel univers au 2e étage qui est organisé autour des designers. Ces marques, ce sont des marques iconiques comme Jacquemus, Courrèges ou Ami qu'on a décidé d'agrandir de façon très sensible. Et également, on a ouvert une vingtaine de nouvelles marques comme Victoria Beckham, Stella McCartney ou Dries Van Noten. Et aujourd'hui, on a l'offre la plus large à travers le monde de marques de designers de mode. Ça, c'est votre cœur de métier, la qualité du sourcing pour que ça fonctionne comme un faire-valoir pour la clientèle. Cette qualité, effectivement, aujourd'hui, plus que jamais, j'allais dire, on utilise aussi beaucoup la data
pour identifier finalement les besoins de nos clients et pour répondre au plus près de leurs attentes. Et ensuite, effectivement, on va travailler à la fois sur le sourcing, sur l'identification des marques qui sont dans notre magasin et qui ont besoin d'être étendues pour mieux répondre aux besoins de nos clients, mais également aux nouvelles marques. Et typiquement, on a ouvert cette année la marque Balzac dans la mode contemporaine en exclusivité et qui est une marque qui répond à une communauté, puisque c'est une marque qui est née sur Internet. On a des nouveaux entrants, Bottega Veneta, Alaïa, Loewe. Ça va aussi avec l'évolution des marques de luxe et cette désirabilité autour de certaines marques de luxe. Combien de marques sur les 70 000 m² et quelle rotation en fait? Parce que ça va avec. On rénove, on installe autrement, on fait venir Jacquemus, Ami, on laisse de la place. Mais quelle rotation il faut pour susciter encore ce flux de clientèle perpétuel? Alors c'est vrai qu'on en parlait, mais la force du grand magasin, c'est de se renouveler perpétuellement. Et généralement, on a entre 5 et 10% de notre offre qui se renouvelle chaque saison. Oui. Dans le cadre de ces travaux, l'ensemble des marques des 4 étages concernés ont été revues, à la fois en termes d'emplacement, en termes de localisation, mais également en termes de concept. Et donc, on a profité de ces travaux pour ouvrir certaines nouvelles marques, comme effectivement Bottega Veneta, par exemple, qui a un créateur, Mathieu Blasi, qui est très talentueux et qui a une mode très désirable. Mais on en a profité aussi pour renouveler et avoir des concepts beaucoup plus attractifs et qui répondent mieux aux attentes de nos clients, et en particulier des clients français. L'objectif, ce sont des flux plus importants, plus de touristes, plus aussi de Parisiens, de Français qui viennent, et puis plus de recettes. Est-ce que ça joue? Est-ce que vous voyez déjà un effet de cette transformation sur le panier moyen, sur les recettes? Alors aujourd'hui, quand on regarde le mois d'octobre, on a eu une croissance de l'ordre de 15%, donc une croissance très importante, et qui a été largement soutenue par les espaces remodelés, puisque les espaces qui ont été rénovés ont eu une croissance plutôt de l'ordre de 20%. Donc effectivement, la rénovation soutient la croissance de notre activité. Une clientèle qui peut être parisienne et française du côté d'Haussmann. Le magasin des Champs-Élysées, est-ce que de ce portefeuille, il joue un rôle un peu différent? Est-ce que c'est plus une clientèle internationale et c'est une porte d'entrée vers le reste du groupe? Alors les Champs-Élysées, c'est un magasin effectivement qui a une clientèle différente de celle du boulevard Haussmann. Il s'adresse à la fois à des clients français qui empruntent cette avenue, qui est évidemment une avenue emblématique de Paris, mais également à des touristes avec un profil sans doute un peu différent. Ce magasin, il nous permet surtout aussi de tester un certain nombre de marques et de produits, puisqu'on a une clientèle qui est désireuse aussi d'hyper nouveautés, j'allais dire. Et donc, du coup, on teste beaucoup de nouvelles marques. Typiquement, en beauté, on a lancé un certain nombre de marques de beauté coréennes. Et les marques qui ont le mieux performé dans le magasin des Champs-Élysées, on a décidé ensuite de les déployer dans le magasin du boulevard Haussmann. D'autant qu'on connaît le dynamisme pour la beauté, et notamment pour la parfumerie, où là aussi il y a une vraie montée en gamme. Est-ce que ça a joué aussi dans la manière de repenser les espaces? Alors la beauté, tout d'abord, on a souhaité la conserver au cœur de notre rez-de-chaussée, puisque je pense en tout cas que la beauté des Galeries Lafayette, oui, vous ne pouvez pas tout modifier. C'est une icône, et ça fait partie aussi de l'énergie de notre magasin, puisque c'est un secteur qui accueille beaucoup de flux en termes de trafic de clients, et aussi qui vit au rythme de nouveautés de façon extrêmement rythmée durant l'année. Néanmoins, on a eu cette volonté effectivement de revoir un peu le positionnement de notre beauté, à la fois pour proposer plus de services, puisqu'aujourd'hui, pour se différencier des chaînes spécialisées, des pharmacies en particulier, on a besoin de proposer du service. Et donc, typiquement, sur le soin, par exemple, on a des cabines de soins qui permettent à nos clientes de bénéficier de soins dans notre magasin. Et en parallèle, effectivement, vous l'évoquiez sur la parfumerie, on est allé vers plutôt le développement de marques de parfums d'exception, de parfums de niche, qui sont un peu moins diffusés et qui nécessitent là aussi un certain niveau de conseil et d'expertise pour permettre à nos clients de trouver le parfum qui leur convient mieux. Presque le sur-mesure, et ça va aussi dans l'ADN de la relation client. Les 130 ans, Noël dans la foulée, vous avez assumé là des archives à l'ère du storytelling. Vous avez accepté en fait, vous aussi, de vous ériger comme une maison culturelle, comme une autre maison peut-être de luxe, et de fouiller dans vos archives. Et ça va aussi, je trouve, avec l'idée de faire partie du patrimoine parisien et de faire entrer la seconde main au sein de l'établissement. Alors, effectivement, il y a deux sujets qui sont parallèles et qui sont chers, en tout cas à notre cœur. Effectivement, les Galeries Lafayette, on a célébré cette année nos 130 ans. 130 ans de mode, 130 ans de création, 130 ans d'énergie, puisque
leitmotiv, c'est qu'il se passe toujours quelque chose aux Galeries Lafayette. Et c'est vrai que depuis 130 ans, on a eu de cesse que d'émerveiller nos clients. Et la période de Noël, évidemment, est un bel exemple de cela. Et en parallèle, évidemment, on s'adapte aussi aux enjeux de consommation et on cherche même à les anticiper. Et c'est certain que la seconde main, aujourd'hui, fait partie des attentes de nos clients. On a inauguré un espace de 500 mètres carrés qui sont dédiés à la seconde main dans notre magasin et qui permettent de trouver à la fois du prêt-à-porter, mais également des accessoires de seconde main dans notre magasin. Et ça représente quel pourcentage pour le moment dans le panier et dans les recettes ? Alors j'allais dire plus qu'un pourcentage d'activité, puisque pour l'instant c'est encore une activité qui est relativement récente, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est que ça nous permet de recruter des nouveaux clients. Oui. Et ce sont aussi des clients qui finalement viennent, alors on dit cross-seller, mais en tout cas qui consomment à la fois de la seconde main et de la première main. Aujourd'hui, j'allais dire, c'est pas forcément la seconde main à la place de la première main, c'est plutôt deux modes de consommation qui sont différents et qui viennent se compléter. Et justement, parce on croyait que l'expérience magasin était derrière nous, c'est pas du tout le cas. Comment s'équilibre à présent l'offre en ligne avec l'offre en magasin? Ça n'a pas été une évidence au départ, ça ne faisait pas partie de votre ADN. Est-ce que là, c'est à peu près plus équilibré et il y a eu un vrai investissement aussi sur l'offre en ligne? Alors, on investit depuis une quinzaine d'années sur notre site galerielafayette.com. Galerielafayette.com, aujourd'hui, c'est le premier magasin après le magasin d'Haussmann, si on veut avoir une échelle de valeur. Et aujourd'hui, on est très satisfait à la fois de cette activité en ligne, mais également parce que le site galerielafayette.com est une vitrine pour nos clients. Et nos clients préparent souvent aussi leur visite en magasin sur notre site Internet. Et donc, du coup, c'est, j'allais dire, cette fluidité dans le parcours client où certains clients, finalement, viennent repérer en magasin puis achètent en ligne parce que c'est plus commode d'être livré chez soi. Ou d'autres clients, à contrario, qui aiment se renseigner sur le prix, se renseigner sur la disponibilité d'un produit et viennent ensuite l'essayer en magasin pour l'acheter. Donc aujourd'hui, j'allais dire, galerielafayette.com a vraiment trouvé sa place dans l'écosystème global de l'entreprise et on continue à investir fortement dans ce canal puisque c'est évidemment un canal qui vit au rythme des nouvelles technologies et donc sur lequel on a besoin d'investir avec des services supplémentaires et de l'intelligence artificielle au fur et à mesure. On est dans une très grosse période pour vous. Noël, c'est parti. Vous attendez quel chiffre d'affaires? On est sur quelle proportion sur une année? Alors, d'un point de vue purement économique, Noël, ça représente à peu près 20% de l'activité de l'année. Donc, c'est évidemment une période qui est très importante. Mais au-delà du chiffre d'affaires, j'allais dire, Noël, c'est un moment d'émotion, c'est un moment symbolique extrêmement important pour notre entreprise, puisque c'est un moment finalement de partage avec nos clients, de partage de souvenirs. Je pense que tout le monde a le souvenir d'avoir découvert les vitrines des Galeries Lafayette enfants, tout le monde a le souvenir d'avoir découvert le sapin sous la coupole. Et donc cette année, effectivement, on célèbre notre 130e Noël qu'on vit avec nos clients. Oui, vous faites partie des visites, en fait, du circuit. On parlait de patrimoine parisien, mais vous faites partie de ce circuit. Des investissements conséquents, on le disait. Côté homme aussi, c'est à venir. C'est la dernière étape? Alors, effectivement, on a beaucoup évoqué les travaux de rénovation du bâtiment coupole qui prennent fin cette année. Et on va rentrer dans un nouveau cycle d'investissement où on va investir dans le bâtiment de l'homme. L'homme, c'est un segment extrêmement dynamique. Le bâtiment de l'homme, on l'a inauguré dans les années 60, donc on a développé... Il n'y avait pas la même consommation et le même équilibre entre les dépenses dans tous les cas. Exactement, mais du coup, depuis 60 ans, on a développé une certaine expertise et un vrai leadership, en tout cas dans la mode masculine. Et donc, on va réinvestir fortement, à la fois pour développer l'accessoire, pour développer aussi la chaussure, qui est une catégorie très puissante, et évidemment le prêt-à-porter qui reste le cœur de l'activité de ce bâtiment. Si vous deviez choisir un objet iconique, votre symbole du luxe, quel serait-il ? Alors, je dirais, aujourd'hui, en tout cas en termes d'activité, le symbole du luxe, c'est le sac à main, puisque le sac à main aujourd'hui représente l'activité la plus importante, en tout cas de cet univers, dans notre magasin. Et là, que ce soit première main ou seconde main? Tout à fait. Je pense que pour, en tout cas, beaucoup de nos clientes, c'est sans doute un produit qui a une haute valeur symbolique. Et c'est aussi un produit, je pense que c'est ce qui crée la désirabilité du sac à main, c'est que c'est un produit qui est à la fois très mode et en même temps qui traverse le temps et qui a une durabilité très importante. La fameuse transmission des maisons de luxe. Merci beaucoup Arthur Lemoine, directeur de l'offre et des achats des Galeries Lafayette, d'avoir été dans Iconic Business. Tout de suite, les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours.
Je le disais, c'est le grand écart avec les Galeries Lafayette, très installées, 130 ans cette année. Mais pourquoi pas l'aboutissement, l'accomplissement après pour Andrea Albrizio de débarquer aux Galeries Lafayette, d'avoir son corner à côté de Jacques Mus ou alors Loewe, on ne sait pas. Vous avez 21 ans, vous êtes diplômé de l'Institut français de la mode et vous avez en fait décidé de vous donner les moyens, tous les moyens pour vous lancer. C'est ça, quand on a une passion, on a un rêve et j'ai tout fait pour essayer de réussir à que ce rêve devienne une réalité et m'éclater dans ce milieu qui est la mode, quoi. Alors en plus, il y a tous les codes, tout le storytelling parfait pour commencer l'histoire. Votre père n'était pas d'accord, vous avez fait tout, vous êtes mobilisé malgré tout avec ce talent que vous avez déployé. Parce qu'en fait, vous avez créé une première marque pour financer vos études à 17 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, j'avais 17 ans, j'étais passionné de sciences et de mathématiques à l'époque et je me voyais devenir ingénieur ou astronaute. C'était mon plus grand rêve. Pas du tout. Aucun rapport. Et mes parents étaient très stricts et très attachés au fait d'être très étudiant, aller à l'école, avoir des bonnes notes, tout ça. Et je me revois adolescent et avoir une très grosse dispute avec mes parents, très grosse dispute, et me dire, OK, je vais faire en sorte de faire quelque chose qui va vraiment les énerver pour me venger. Et je savais que mes parents, ils adoraient quand je faisais des maths ou des sciences et je me suis dit, la mode, c'est un truc qu'ils vont détester. Et donc, je me suis dit, je vais faire de la mode et je vais me débrouiller pour faire ça. Et j'y connaissais rien, mais absolument rien. Et il n'y avait même pas une petite fibre ou une envie ou une passion dissimulée? En fait, je pense qu'il y avait une créativité, mais elle ne s'était jamais exprimée par le vêtement ou par le dessin, parce qu'en fait, j'avais jamais dessiné ou quoi que ce soit. Mais vu que j'avais des parents très stricts, j'avais pas le droit à tout ce qui était téléphone, télé, Internet. Et donc, je passais mon temps, j'habitais dans la campagne, à marcher dans la campagne, me faire des films dans la tête ou lire des livres. Je lisais beaucoup de livres. Et donc, je pense que j'avais un imaginaire, mais pas forcément une créativité que j'ai exprimée. Et donc, elle s'est exprimée beaucoup plus tard, la créativité. Beaucoup plus tard, c'est tout relatif. Mais dans tous les cas, et vous avez coché au fur et à mesure tous les codes du marketing, etc., de tout ce qu'il fallait aussi pour créer son entreprise. Bon, vous n'avez pas lancé n'importe quel projet après, une marque au vestiaire streetwear, alliant surtout, en fait, la mode et la réalité augmentée. Comment ça vous est venu ? En fait, la réalité augmentée, elle m'est venue à la base pour vraiment me différencier. En fait, à la base, j'étais étudiant de l'Institut français de la mode, j'étais en 3e année. J'avais été sélectionné pour faire un premier défilé à la Fashion Week de Paris. Et là, je me suis dit, je vais faire ce défilé, il faut faire un truc nouveau, un truc qui va me permettre de me différencier parce que, en fait, j'étais conscient que l'industrie de la mode aujourd'hui, malheureusement, pour un jeune comme moi, c'est une des industries les plus dures au monde. Oui, il y a beaucoup de créateurs. Et surtout avec les réseaux sociaux où on ouvre le téléphone et en 1 heure, je peux voir 100 créateurs différents. Il fallait faire quelque chose qui me différenciait. Mais en fait, je savais qu'il fallait faire quelque chose de digital, mais je ne voulais pas rejoindre tout cet univers du métaverse, des NFT, tout ça. Je voulais vraiment m'en détacher parce que pour moi, je trouvais que c'était quelque chose qui n'avait pas vraiment sens et pas vraiment sens avec la mode. Et en fait, j'ai utilisé la réalité augmentée parce que pour moi, c'était le meilleur moyen de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de digital qui allait se pairer avec le vêtement physique et qui ne le supprimait pas. Là où, par exemple, le métaverse, on va dire, en fait, il y a le vêtement physique d'un côté et le vêtement digital de l'autre. Il n'y a pas d'interaction entre les deux. Il n'y a pas d'interaction. Et pour moi, je suis convaincu que le vêtement physique, il restera toujours là et il doit rester là. Juste pour moi, la réalité augmentée, elle vient par-dessus et elle vient donner un nouveau sens au vêtement, elle vient donner une extension. Mais surtout et avant tout, en fait, la réalité augmentée, c'est même pas la fin, c'est une excuse à toute cette application et toute cette gamification et tout ce jeu vidéo qu'on a fait autour du vêtement pour en fait réellement venir créer une communauté, une passion, une excitation autour du vêtement physique. Comment elle s'appelle cette marque ? La marque, on l'appelle Aren't Real, qui de l'anglais qui n'est pas réel. Si vous nous suivez à la télévision, vous découvrez les images, les créations justement. Comment ça fonctionne ? On achète la pièce mode, on obtient une carte. C'est ça, exactement. Directement sur une application. Et alors là, c'est l'objet, la pièce qui se transcende. C'est ça. Alors comme on le voit à l'écran là, ce qu'on voit à l'écran là, c'était plus les looks couture, c'était pas forcément c'est les looks des défilés, c'est pas ce qu'on vendait, mais les pièces qu'on vend sur la marque, c'est des pièces beaucoup plus prêt-à-porter, beaucoup plus streetwear. En fait, c'est très simple, la personne va acheter la pièce physique. Là, on a 2 types de clients, des clients qui achètent que le vêtement physique, qui en fait sont pas hyper intéressés par le côté digital, et c'est ok. On fait hyper attention à ce que le vêtement soit hyper bien lui-même tout seul. Et ensuite, une fois qu'on achète le vêtement, il vient avec une petite carte, on va pouvoir télécharger notre application. Et là, le vêtement physique, en scannant la carte, on va pouvoir le connecter à l'application. Et là, le vêtement physique, il va apparaître dans l'application. Et là, sur ce vêtement, on va débloquer plein de missions à faire. Des missions qui vont être de porter le vêtement, faire des choses créatives autour du vêtement, faire des photos avec le vêtement, jouer avec le vêtement, le poster sur les réseaux sociaux et faire des vidéos avec le vêtement. Et en fait, toutes ces missions, le but de toutes ces missions avant tout, c'est qu'en fait, ça va rassembler les gens et tous les clients ensemble. Vous agrégez une communauté. C'est ça, exactement. Et en fait, tous les gens, ils vont se retrouver à la fois sur notre application et à la fois sur notre Discord. Et ils vont se créer une communauté, tous devenir potes, tous ensemble. Et ensuite, les vêtements, grâce à ces missions, ils vont pouvoir le passer niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. Et à chaque nouveau niveau, ils vont débloquer ce qu'on appelle des skins en réalité augmentée. Et ensuite, dès qu'ils vont se filmer,
n'importe qui dans la rue, même sans application, on a vraiment construit la chose pour qu'il n'y ait pas besoin d'application. Le client a besoin d'une application, mais le spectateur n'a pas besoin d'une application. Et dès que je suis dans la rue et je porte mon vêtement, n'importe qui en s'approchant de mon vêtement va pouvoir me filmer, détecter un signal qui va être capté par le téléphone et voir, oh ben tiens, il a ce super pouvoir sur son vêtement. Et le client va pouvoir l'échanger à l'infini autant qu'il veut. Alors, je parlais de marketing. C'est malin parce que vous arrivez à diffuser aussi la visibilité et la désirabilité de la marque. Exactement. Et c'est malin aussi parce que vous allez être celui qui détient la quantité de données sur la clientèle, sur votre communauté. Et ça veut dire que, est-ce que déjà, vous pouvez cibler, bon, ils ont plutôt envie de ça, on va un peu modifier les choses. En fait, déjà, la première donnée hyper intéressante qu'on a, c'est que les gens portent le vêtement et aucune marque ne peut savoir à quelle fréquence les gens vont porter leurs vêtements, s'ils utilisent vraiment. Nous, on peut voir ça parce qu'on va voir la fréquence où les gens vont utiliser l'application, quelle mission ils vont faire, si on va faire telle ou telle mission. On peut voir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Donc, on va pouvoir retravailler ça. Et en fait, on a toute notre communauté, dès qu'on va donner... Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'il y a des classements. Plus on va augmenter le niveau de son vêtement, plus il va y avoir un classement général des joueurs. Et à la fin de la saison, en gros, vu qu'on fonctionne, nous, par vêtement, on fonctionne par sortie. Et 2 jours avant une nouvelle sortie, c'est ce qu'on appelle la fin de la saison. Et à la fin de chaque saison, les meilleurs du classement, ils vont gagner des super grosses récompenses. Des places pour nos défilés, même parfois des lots d'argent, des vêtements uniques. Et donc, tous les gens, dès qu'on va mettre des missions, ils vont être à fond pour les faire. Et donc, parfois, on va sortir un nouveau vêtement. Et donc, on va leur demander, vous en pensez quoi? Et automatiquement, tout le monde va voter, tout le monde va donner son avis. Parfois, on va envoyer par exemple un email de marketing et on sait que tout le monde va l'ouvrir parce qu'on va mettre en mission d'ouvrir. Donc en fait, ça nous permet de vraiment de lier des liens hyper proches avec notre communauté pour vraiment créer cette communauté et créer presque des aficionados de nos vêtements. Oui, c'est la meilleure pub, hein, clairement. C'est clairement la meilleure pub. Donc des créations qui se transforment. Pour ça, vous aviez lancé une levée de fonds d'1 million d'euros. Auprès de qui vous avez lancé cette levée de fonds? On a levé, en tout, on a levé 800 000 euros au total. Et on a surtout travaillé auprès de business angels privés qui nous ont permis de nous financer. Je ne voulais pas trop aller vers des VC et des gros fonds d'investissement parce que je trouve que le problème des VC et des gros fonds d'investissement, c'est que c'est souvent moins... C'est un peu trop, c'est moins à l'échelle un peu familiale ou, enfin. Vous vouliez garder la main et l'ADN. C'est pas, quand je dis familial, c'est pas dans la famille personnelle, mais oui, je voulais être capable de garder la main et pas d'un coup aller trop vite en fait et partir dans des gros fonds d'investissement et garder la main vraiment au début pour pouvoir, parce que sachant qu'il y a une innovation et je l'ai vu sur beaucoup de projets dans le marché parce que j'ai beaucoup étudié ce qui s'est fait avant, souvent en fait. Les projets qui se veulent d'innover, quand il y a trop de gros VC qui viennent, en fait, ils perdent totalement de vue ce que veut le consommateur pour en fait construire un fantasme plutôt que réellement ce que veut le consommateur. Et moi, c'était pas cette erreur que je voulais reproduire et je voulais avant tout écouter le consommateur, savoir ce qu'il veut, m'adapter pour vraiment faire ce qu'il veut, pour ensuite pouvoir construire des bases solides. C'est pour ça que pour l'instant, on vend uniquement en France et pour ensuite pouvoir partir à l'international et grossir. Au fur et à mesure, vous consolidez la base française pour vous ouvrir ensuite sur des marchés internationaux. Quel positionnement à l'heure actuelle sur les prix? On est de l'ordre de quelle fourchette? Alors, sur les prix, on essaie d'être accessible tout en gardant une certaine qualité parce que c'est hyper important pour nous que le vêtement soit hyper qualitatif et soit mieux que d'autres marques qui vont avoir la même clientèle que nous. Parce qu'on sait qu'on a une innovation, qu'une innovation, c'est forcément fragile. Parce que des gens vont l'aimer, des gens ne vont pas l'aimer, tout ça. Et donc, le vecteur de l'innovation, on a de la chance, c'est ce vêtement physique qui est porté. Et donc, c'est hyper important pour nous qu'avant tout, les gens, même s'ils ne sont pas friands à fond de l'innovation au début, ils portent quand même le vêtement sur eux. Et donc, en termes d'échelle de prix, sur un t-shirt, on va être autour de 50 euros. Un hoodie, on va avoir des hoodies, des sweats à capuche qui vont être à 90 euros. Et notre produit phare, celui qui a le plus marché, ce sweat à capuche hyper épais avec la cagoule, on le vendait 190 euros. Et vous arrivez à fabriquer en France? Comment ça? Nous, on produit tout en Asie parce que vu que j'ai fait des défilés en Asie, on a déjà eu des super contacts. J'ai eu des super contacts là-bas. Et donc, pour l'instant, on produit tout en Asie parce que c'est le plus simple et le plus rapide. Parce qu'on a un besoin de grossir vite et de grossir rapidement. De faire du volume et de conserver des marges aussi pour rentrer sur un fonctionnement de rentabilité et rentrer dans vos frais dans tous les cas. C'est toujours un lancement savamment orchestré. Exactement. Un prochain est à venir, c'est quand? Un prochain est à venir, c'est le 13 décembre. Et pour s'inscrire, il faut absolument faire partie de la liste d'attente, sinon ce sera malheureusement impossible d'acheter. Et comment ça s'articule? Parce qu'en fait, au départ, ça fonctionnait avec une chasse au trésor, un pop-up store, et là, c'est quoi le cheminement? En gros, à chaque fois, moi j'ai un positionnement où j'adore le concept du créateur hyper accessible. Moi, dans ma communication, je suis hyper accessible, je ne me prends pas pour une star ou je sais pas quoi, hyper accessible, mais un produit hyper inaccessible. Et je veux que le fait d'acheter le produit, ça devienne une réelle source de dopamine, une réelle récompense et un succès. Et donc, je rends l'achat du produit, sachant qu'il est hyper limité et hyper demandé,
presque comme une vraie chasse au trésor. La première fois, elle a été en vrai. Là, je la transforme presque sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est toute une série de mails qu'il faut réussir à ouvrir, où il faut trouver des petits codes, ensuite s'inscrire. Et le jour J, le site s'ouvre enfin, si on peut rentrer son code qu'on a reçu par mail sur la liste d'attente. Vous suscitez la frustration pour susciter après l'exclusivité. Je pense que la frustration, c'est aussi un des meilleurs outils marketing qu'on peut Tout à fait. Votre prochain projet, c'est quoi ? Mon prochain projet, je pense qu'un retour dans la couture. Alors, il y a tous les drops qu'on fait, mais le prochain nouveau projet, je pense que ce sera un retour dans la couture. Comme on peut le voir, là, les looks couture que j'ai fait, c'est très cool. J'ai adoré. Moi, j'aime beaucoup de choses, mais j'avais adoré faire des défilés de Fashion Week. Mais le problème, c'est que vous avez fait New York, Paris, New York et la Chine. Mais le problème des défilés quand on est jeune et qu'on a 21 ans et qu'on a 21 ans comme moi, c'est que ça coûte beaucoup d'argent de faire des défilés comme ça et qu'il y a malheureusement aucune rentabilité. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on m'avait proposé un défilé au Japon que j'ai refusé. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu fais des défilés, alors tout le monde va te complimenter, tu vas avoir de super articles dans les médias, mais c'est comme si tu avais une super belle vitrine et qu'une fois que les gens rentraient dans le magasin, il n'y avait rien à acheter. Donc c'est dur et c'est une histoire à pas réussir à continuer à subsister dans le temps. Donc j'ai préféré arrêter les défilés en me disant les défilés ça a marché, la réalité augmentée que j'ai fait ça a marché, c'est un super proof of concept. Maintenant j'arrête et je vais me consacrer sur créer quelque chose de vraiment portable et achetable. Et ensuite, une fois que cette machine sera lancée, qu'il y aura du cash flow, qu'il y aura une structure bien, ensuite je pourrai me remettre à investir sur de la haute couture, pour reprendre une certaine légitimité. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour un créateur de faire des vêtements haute couture parce que c'est des vêtements où il n'y a aucun cahier des charges et on peut faire ce qu'on veut. C'est le Graal pour la créativité illimitée. Donc c'est exactement. Bon, je pense que vos parents, votre famille, tous sont rassurés, non? Ouais. Ça a l'air bien rangé. Même surtout mes grands-parents. Vous allez pouvoir donner des cours. Merci beaucoup André Albrigio d'avoir été dans Iconic Business. Iconic Business, le luxe par BFM Business, toutes les semaines et dès à présent sur l'app et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.